Bonjour, vous êtes bien sur Radio Ici et Maintenant, 95.fm, ici et maintenant.com. Aujourd'hui, vous êtes sur Cyberculture, avec à mes côtés Mounov, Reynald, Guillaume, Canil et Iso Monster, Stéphane, il me semble. Audio Monster. Pas du tout. Audio Monster. Wow. Et Raphaël. Raphaël, excuse-moi. C'est le champagne, on va dire, c'est oui, ça. Oui, j'ai vu, il y avait pas mal de bouteilles vides à côté de toi. Bon, vous allez bien, messieurs ? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui au menu, nous allons parler cybermusique à nouveau. Donc, d'où l'intervention de Iso Monster, une légende. C'est toujours pas Iso. Audio Monster. Ça aurait pu, hein, mais c'est audio, dans un souci de cohérence. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son ISO. Exactement. Audio Monster, autant pour moi. Excusez-moi, messieurs. Voilà, donc nous allons parler cybermusique, nous allons parler chronologie de la cybermusique, nous allons partir des années 1985 avec des commentaires à chaud de nos experts sur le sujet, donc Guillaume Canil Richard, donc son nom de scène Canil, Mounov Reynald Delien. En personne. Audio Monster, c'est bon, je me suis pas trop trompé, et bien sûr William. Salut. Alors messieurs, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Ah bah vu que c'est ma première, moi il n'y a rien de neuf forcément. Quoi de neuf ? Moi j'ai avancé un petit peu sur, tu sais la dernière fois je t'avais parlé que je continuais à travailler sur la présentation de la musique dans la démoscène. Oui. J'avais fait pour l'instant une version française de cette présentation que j'avais fait pendant le Demo in Paris 2. Donc c'était en, je sais plus, 2009 peut-être 2009, 2010 je sais plus. Et là, enfin, je touche au bout, ça y est, de la version anglaise. Et j'ai fait beaucoup de changements à l'intérieur. Donc ça va pas... Enfin, on est un petit peu loin de ce qui avait été fait pour la version française. Et voilà, donc ça va sortir, je pense, incessamment sous peu. Bah tant mieux, on est impatient de voir ça. Voilà, donc ce sera disponible sur YouTube, Vimeo, enfin, tout ce qui va bien. Bah ok, pas de problème, on y reviendra. Ok. En fait, il a rajouté juste deux lignes, mais bon. Je crois que t'as pas le micro en face de toi, Guillaume. J'ai pas le micro en face du trou, attends, je me rapproche. Hop, là c'est bon, est-ce que là tu m'entends là? On t'entend très bien. Vous m'entendez très bien. Est-ce que tu veux ma voix suave? Tiens, attends, regarde, on t'a fait une petite aide. Regarde. Fais une petite aide. Voilà. Audio Monster, vous êtes trop gentil. Là tu l'as, c'est bon. Tu penses bête temps réel. Tu penses bête temps réel, vous êtes trop bons, messieurs. Audio Monster. Alors, bon, dans notre petit périple de l'univers musical cyber, donc pour remettre dans le contexte, nous sommes dans les années 80, nous sommes sur Amiga, nous sommes sur Atari, nous sommes sur Amstrad. À partir de ce moment-là, il y a des trackers qui existent, donc des petits logiciels qui permettent de faire de la musique assistée par ordinateur, donc les prémices de la MAO. Ouais. Et les fonctionnements de tracker, c'est pas comme Cubase, etc. En fait, on fait des assemblages de samples, on définit les notes, on définit le sampling, il me semble, et envoyer, c'est peser. Ok, alors je peux juste revenir vite fait sur ce bien que tu sûr. as dit. Alors en fait, les premiers trackers sont apparus quand même un petit peu plus tard, juste à partir de 84 et 85, date de sortie du Commodore 64 et de l'Amstrad CPC. Comme tu le disais justement, on peut faire de la musique avec des samples, mais on peut aussi faire de la musique avec du son généré par l'ordinateur. D'accord ? C'est ce qui fait la différence entre le tracker et le sound chip. Le sound chip, musique qui est avec des sons générés par la puce qui est à l'intérieur du Commodore ou de l'Amstrad. Donc c'est les petites musiques d'ordinateur avec des blip blip dans tous les sens. Et après, la musique tracker qui, elle, utilise des samples, donc des petits bouts de son réels que l'ordinateur transpose pour recréer l'ensemble des notes de la gamme. Vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, c'est ça. Et puis on peut aussi faire des mélanges des deux. Ça se faisait d'ailleurs même sur... Enfin, ça se fait maintenant sur Amstrad, mais ça s'est fait sur Atari ST alors que c'était pas habituel. Mais sur Atari ST, il faut savoir qu'on avait que de la musique générée, des ondes sonores, mais il y avait des petits malins qui étaient très astucieux et qui arrivaient quand même à insérer des samples à très basse fréquence, de très mauvaise qualité, mais notamment pour rajouter des vraies percussions. Ouais. Et donc du coup, on avait un mélange, les percussions poussaient un peu le morceau vers le haut, on avait une impression quand même de qualité bien supérieure, c'était sympathique, c'était une avancée à l'époque. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'utilise actuellement comme méthode un musicien qui commence à devenir un petit peu populaire, qui a joué justement au Bateau Phare avec nous il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Ultracid. Donc Ultracid utilise, il joue sur Atari,
Enfin, c'est un peu spécial. Il a un set avec un Falcon, il a une Game Boy, il a tout un tas de bazar. Et les parties rythmiques sont des véritables samples, mais joués par son Atari. Ce qui fait que tu as une impression un petit peu, tu sais, 8 bits, quoi. C'est un peu crunchy. Et par contre, les autres sons, eux, sont vraiment du sound chip. C'est même devenu une mode récemment. Au Japon, il y a beaucoup il y a des concerts de sound chip, etc. C'est un vrai phénomène. Il y a le Blip au Japon, le Blip Fest au Japon qui reprend qui était la même team que le Blip de New York. Donc c'est que ça. Formati a joué au Blip de New York l'an dernier. Dub Mood aussi, je crois. Mais tout ça, ça vient aussi des synthés. Hein. Il y a des synthés de type wave en fait où on pouvait mélanger de la synthèse avec des samples pour justement apporter par exemple, on va faire une lead très électronique, mais on veut lui donner un punch qu'on peut pas avoir avec des sons générés. On va prendre une microseconde d'un hi-hat ou quoi que ce soit. On peut faire ça même sur des synthétiseurs. Et c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des sons crado avec des machines ultra puissantes et qui génèrent des sons ultra purs. Quand t'as des super synthés de malade. Et nous à l'époque on essayait de sampler au maximum, on filtrait, on avait du 8 bits, on était là, on se disait oh là là, on essayait de faire du super propre. Et on était content qu'on avait un charlet qui était très scintillant, etc. Exactement. C'est la différence aussi entre la chip music de maintenant. En fait, la chip music d'avant, vous essayez toujours de coller le plus de notes possible sur le pattern. Maintenant les mecs ils sont super minimal, ils font de la musique beaucoup plus pop aussi. Alors qu'avant le sound chip c'était bien complexe, il y avait pas un trou. C'est vrai qu'il y avait dans le tracking, notamment on va dire sur Amiga qui était quand même très populaire, on n'avait que 4 voix mono et donc du coup il y avait aussi la performance technique qui consistait, comme tu viens de le dire, à mettre le plus de notes possible et à épater un petit peu la galerie, il faut dire ce qui est. On n'était pas que des compositeurs, on essayait aussi de se dire regarde ce que j'ai fait en 4 voix et des fois même en 3 voix pour placer des bruitages et le but c'était il y avait un petit peu d'esbrouf. Exactement, et au fil des années en fait, Pro Tracker ou Sound Tracker comme on veut, a mis en place de nouveaux effets qui permettaient, je dirais, d'aller un petit peu plus loin, justement dans l'impression que tu donnais à l'auditeur qu'il y avait beaucoup plus que 4 voix. Mais ça, on va le voir après dans les petits MP3 qu'on a préparés. Bien sûr, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Et je rappelle aux auditeurs, s'ils veulent intervenir à l'antenne, bien sûr, vous pouvez. C'est toujours antenne libre sur Radio Aussi Maintenant, au 08 92 23 95 20. Nous allons commencer notre petit périple tracker avec ce que tu nous as préparé, ça s'appelle Early Mods. Early Mods, alors ça c'est une petite compilation en fait des tout premiers modules qui sont sortis sur Amiga. Je n'ai pas du tout parlé de la sound chip dans la petite compilation que j'ai faite. Là on est vraiment module, donc qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des samples. À l'intérieur de ce petit MP3, vous allez entendre ce qui est historiquement supposé être le tout premier module sorti sur Amiga, qui s'appelait Amegas. Ah non, il est en deuxième, excuse-moi. Tu peux le mettre peut-être ? Je balance Amegas. Amegas. Amegas, ouais, Amegas. C'est parti. Waouh. Ah oui, ça c'est old school. Donc pour la petite histoire, cette musique a été utilisée pour un jeu vidéo, qui est un clone d'Arcanoid, qui s'appelait Amegas. Et donc pour ça, ils ont demandé à monsieur Karsenobarski, qui est le concepteur de Sound Tracker, celui qui a inventé ce logiciel, de faire une musique pour l'occasion. Il a une maîtrise du charme assez phénoménale. Mais c'est vrai que là c'est l'époque aussi, effectivement on appelait même les musiques ST01, ST02 parce qu'en fait ce compositeur avait nommé ses banques avec un ST0 quelque chose et du coup beaucoup de gens au début n'ont utilisé que ça. Il y a eu un certain temps avant qu'on commence à faire ses propres banques, donc du coup au bout d'un certain temps quand on entendait ces samples ça nous faisait rire parce que c'était vraiment un peu, ça faisait cheap quoi. ST00 hein. ST00. C'est vrai que ça a réagi sur le forum. Ouais, sur le chat. Voilà, alors là ça s'appelle, c'est une démo qui s'appelait Echoing. Non, c'est pas une démo, c'est juste la musique. Early Mode, attends, on va s'arrêter quelques secondes encore sur Amegas. Ouais. Donc 1987, si je ne m'abuse. Exactement. Waouh. Donc ça nous rajeunit pas. Hein. On est bien reçu. Hein. Ah oui, j'avais 3 ans à l'époque. Oula. Oh là là, attends, il faut pas qu'on boive trop de champ là parce que sinon ça va pas aller loin. Merci docteur. Oui, je précise qu'on fête mon mariage de la semaine dernière aussi, donc champagne pour tout le monde. Félicitations. Hein. T'as pas de verre toi ? Ah non, c'est William qui l'a.
Comme d'habitude. On le connaît lui. Non, c'est bon, il y en avait un quatrième, Ça y tu vois, est, t'avais il le droit arrive. d'en avoir. Messieurs, revenons à nos moutons. Ouais. Amegas qui a été fait par Karsten. Donc, est-ce que vous avez connu Karsten à l'époque? Pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout. Il venait de quel pays? On se demandait même s'il existait d'ailleurs. C'était peut-être un concept. En fin de C'était compte. peut-être un concept. Ah oui. Vu que ça a été fait par l'équipe des développeurs, donc c'était peut-être une musique de démo Moi, en tout sample. cas, je ne l'ai jamais rencontré depuis 25 ans que j'ai commencé l'Amiga. Ouais. Jamais. Il était de quelle origine? Je crois qu'il était allemand. Je suis pas sûr. Mais Non, pas, il a pas un nom qui sonne allemand. Je devais avoir environ quoi, moi, 5 ans, ouais, un truc comme ça, donc... Bon, on va enchaîner avec Early Mods, donc Germany, ouais, il était 1985. Early Mods, Reynald. Donc Early Mods, j'ai fait une petite compile de 4-5 modules, si tu veux, Oui. qui ont été faits justement en utilisant les banques de son, comme disait Raphaël, les fameux ST0, ST01. Tout le monde les utilisait, d'accord, massivement, puisqu'il y avait il n'y avait pas d'internet à l'époque, mais avec le tracker que tu mettais sur disquette, tu avais déjà la banque ST00 qui était donnée. Exactement. Et on écoute tout de suite Early Mods, 1 minute 46. Donc voilà, ça c'est un module qui s'appelle Echoing, qui a fait le tour des Amiga. Ah oui. Ah bah voilà, super. Sur le chat, il y a un capteur d'écran du Pro Tracker. Voilà. Tu te souviens de ce module, Raphaël, là? Ah bah carrément. Ouais. Ah ouais. Et ça? Oh là là, des Alors, petites madeleines de Proust voilà. qui sortent comme ça. Ça c'est un module qui s'appelait Pretend, qui a été fait non pas en utilisant Sound Tracker, il a été converti après, mais en utilisant... Putain, comment ça s'appelait, je sais plus. Sonix. Peut-être Aegis Sonix. Aegis Sonix, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est ça, c'est Aegis Sonix. Heureusement que je suis entre les deux là, parce que sinon mon spécial... Attends, comment il s'appelait celui-là? Ça va me revenir. Mais Aegis Sonix, t'en parles, mais il était beaucoup plus pointu par contre que les trackers. Aegis Sonix, il reposait sur vraiment la génération d'ondes, mais très poussée pour un Amiga. Ouais. Et en plus, ça reposait sur l'écriture de partitions au lieu de tracker. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça aussi, ça a été un moment de l'histoire du son sur Amiga. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont marqué, par exemple Sword of Sodan. La musique était faite avec Sonix, avec Aegis Sonix. Ouais, absolument. Ça c'était comment? Sarcophaseur. Putain, j'ai l'impression d'avoir 200 ans quoi. Ouais, Sarcophaseur, les gars. Si ça se trouve, l'ancien président, vous avez Ouais, la c'est démo, ça. on sait pas quoi. On sait rien. Ouais. On sait rien. Ça c'était Sleepwalk. Oui, je m'en souviens aussi. Ah, cette string aussi, elle a été utilisée. Hein. Méchamment. Ouais. On va parler un peu, déjà, qu'est-ce que vous appelez string, messieurs? Ah oui, alors c'est Définissez un peu les sample de termes. violon pour Ouais. faire simple, mais le violon plutôt synthétique, là, le son aigu qu'on entend jouer la mélodie. Et celui-là en particulier, il a beaucoup circulé sur Amiga, vraiment. Ou encore plus simple, ça vient de l'anglais corde. Oui. Oh. Oui, excusez-moi, Moi, si j'avais dit corde, il aurait fallu que je précise Ah, quand même de corde. violon, Ça a rien à etc. voir avec, Parce que les corde, Rien du tout, rien du tout. c'est plus général. Oui, messieurs, excusez-moi, Y a pas de j'étais problème. avec Olivier. Ouais. Bon, on va enchaîner en 1990. Alors, excusez mon accent, je ne sais pas c'est quelle langue, avec Klijes pas Klich. Alors, Alors, pas c'est mieux, hein. C'est du néerlandais. C'est néerlandais, d'accord. Cliché, ouais, cliché, Le fameux pas cliché, ça veut Walkman. dire- Fameux pas- Walkman. Alors, avant que la musique commence, donc ça c'est... Enfin bon, là c'est mon expérience personnelle, c'est un des modules qui m'a clairement le plus marqué. À l'intérieur, on a un morceau de piano qui est construit comme si la personne était derrière un clavier. Et voilà, elle faisait partie d'une démo qui s'appelait Hunt for Red October, je crois, Mhm. où il y avait un sous-marin, un avion, enfin, c'était les débuts de la 3D, on va dire, sur Amiga. Et avec cette musique-là pour l'accompagner. ça a Magnifique, été, elle m'a marqué aussi. Hein, la claque, quoi. Vraiment. ni plus ni moins. Est-ce que c'est un quelconque rapport avec le Hunt of the Red October de Basile Poledouris? Bah pas du tout, mais Pas du tout ni le film ni la musique d'ailleurs, mais en tout cas le nom est similaire effectivement. Ok, bah c'est parti pour Ouais, la Walkman de Klijes pas Klich. Excusez-moi. 1990. Tes souhaits. Tu vois, ils vont se pécho. Et moi je revois la démo devant mes yeux, quoi, tu vois, je l'ai regardé 1 million de fois, c'est tout, quoi. Par contre là,
pour chipoter un petit peu, et là c'est le vieux dinosaure qui parle, mais il y a un petit problème d'émulation, et la fretless basse, elle monte un peu trop vite. Le portamento se fait trop vite sur la première note, alors qu'il se faisait plus doucement à l'origine. Attention l'expert qui Non, parle. c'est pas l'expert, mais ça, je l'ai tellement écouté. Non, on en avait parlé avant. Le problème, c'est que ProTracker et Fast Tracker avaient leur propre façon de faire les portamento, qui est suivi, je pense, par Renoise. Ouais, exactement. Donc, c'est un vrai. c'est pas très bien là. On peut dire que. On sent que non. Ouais. C'est le premier module que j'ai écouté sur Atari, ça me prenait 100% du temps machine. Sur Atari ST. Ah bah oui, de toute façon, si on voulait ça sur Atari, on avait parce que que ça. les premiers Atari ST n'étaient pas comme l'Amiga. Je crois que ça rejouait à 11 kHz maxi. Et les 4 pistes le mettaient sur ces. Mais quoique, moi je me souviens d'un jeu vidéo français et remarquable qui s'appelait Sapiens. Ouais, Sapiens. Et qui est sorti quand même plutôt au début de l'Atari ST, et ben qui arrivait à avoir 3 voix, pas 4, mais les 3 voix de l'Atari, qui jouaient des samples, et avec un jeu derrière qui tournait, et pas un petit jeu quand même, c'était un jeu en fractal. Sapiens, c'était excellent. C'était génial. On taillait même son silex pour aller chasser. C'était dément, et les décors étaient générés en temps réel, en fractal, du coup on jouait jamais la même partie. Et ils avaient réussi, c'est pour ça que j'étais étonné sur Atari, en fait, on aurait pu le faire sur tous les jeux, puisque eux ils le faisaient sur un vrai jeu, on avait du sample. Alors c'était pas la même qualité qu'un Amiga, il y avait beaucoup de souffle, mais il y avait quand même 3 voix en sample. Donc c'est vrai qu'à l'époque je m'étais dit ça y est, le ST, parce que moi j'étais d'abord sur ST, mais avant de me faire de la démo sur Amiga, mais j'ai été sur ST quand même, Atari. bien sûr. Pas dans la démo, mais en tant que joueur, j'ai adoré le ST. Et je me disais, mais ça y est, le ST fait l'Amiga, etc. Et non, ça s'est pas prolongé. Exactement. Et là, toi, tu vas te faire défoncer à la sortie. C'est possible. T'as des mecs là qui t'entendent dire ça, ils sont à la sortie là. La guerre. J'assume. Il n'y a jamais eu de guerre, j'ai eu les deux. Donc voilà, j'ai eu le C64, l'Amstrad, le Spectrum. Très ouvert. J'ai une petite question du chat. Est-ce que ces musiques de jeu, tous ces XM, tous ces mods, sont dans le domaine public actuellement? Bien sûr. C'est compliqué, non pas tous, on peut pas dire ça parce que déjà en France, rien qu'en France, si un compositeur est membre de... Oui mais non, si en France t'es compositeur et que tu es membre de la SACEM, là c'est de la théorie bien sûr, mais normalement en tant que membre de la SACEM tu déclares tout ce que tu fais, donc a priori si tu as fait la musique d'un jeu dans les années 80, même si tu n'étais pas à la SACEM, tu dois quand même le déclarer a posteriori, et donc il y a quand même une notion de droit d'auteur qui s'applique dessus. Bon évidemment... c'est ça, encore une fois, c'est de la théorie, mais c'est pas si simple quand même, quoi. C'est pas parce qu'un truc est vieux que forcément il est gratuit, accessible. D'ailleurs, les éditeurs, même comme Sega et Nintendo, l'ont bien compris, parce que depuis un certain temps, on ressort les vieux jeux que nous on avait sur émulateur dans les années début 2000, fin 90, et maintenant c'est très réglementé, et tu peux plus faire ce que tu veux, les abandonware, tout ça, on peut-être devoir faire du ménage, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas si simple. C'est un peu étrange parce que justement dans les abandonware, par exemple, je prends l'exemple de Duke Nukem 3D. Donc celui qui a composé la musique originale, donc le thème de Duke Nukem s'appelle Grabag. Je me souviens plus de l'auteur original. On la retrouve dans plusieurs versions. Parce qu'on tape sur YouTube, on voit version commerciale, version originale. Il y a même une version Megadeth remixée. Mais est-ce qu'ils avaient le droit au final de remixer une telle musique? Sur YouTube, de toute façon, si tu te poses la question de est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit, alors là, tu vas vers tu vas dans un mur total parce que sur YouTube on met ce qu'on veut, personne ne contrôle. Ça aussi c'est de la théorie. Le contrôle de YouTube c'est contrôlé uniquement si quelqu'un entre guillemets dénonce. Si quelqu'un rapporte que telle vidéo viole les droits d'auteur ou tel droit moral, etc. Donc du coup c'est même pas la peine de te poser la question quand tu vois quelque chose sur YouTube si les personnes qui l'ont posté en avaient la permission, la possibilité, etc. Donc c'est l'anarchie complète YouTube. Donc t'as des covers, tu sais pas si c'est des covers, t'as des trucs officiels, tu penses que c'est des covers, enfin tu vois, c'est faire le tri là-dedans, à moins d'être l'ayant droit, tu sais pas. Et c'est un peu, en fait c'est super obscur cette histoire de droit sur YouTube, parce qu'il m'est arrivé une histoire pas possible, enfin là-dessus. Je upload une musique à moi, un petit clip à la con, et 2 semaines plus tard, je reçois dans ma boîte un mail de la SACEM qui dit que la musique que j'ai fait est déjà utilisée par un artiste très connu, on va fermer mon compte, etc. Sans déconner. Un truc de fou. Donc je me rapproche de la SACEM, je pose des questions, et il s'est trouvé qu'en fait YouTube, et peut-être d'autres, ont un système de fonctionnement où tu as des robots qui arrivent à écouter, si tu veux, la musique. Ils font une sorte de reconnaissance automatique de la musique. Et il se trouve qu'une partie de la musique ressemble à une mélodie de... Je pourrais même pas te dire. Donc,
plagiat. S'ils commencent à faire comme ça, ils ont pas fini parce que déjà. C'est déjà actif sur Facebook. T'as ça, tu vas poster une vidéo, mais il va faire de la reconnaissance de cours spectrale avec l'algo de Shazam. Ah bon? Ça peut dans le truc. Putain, et tu te fais quasiment en temps réel virer. D'accord. C'est incroyable, ça m'est jamais arrivé. Ça pourtant j'en poste sur YouTube. Alors tu vas sur ma vidéo, c'était marqué cette vidéo viole les droits, machin, SACEM, etc. Sony Music, bidule. Ça fait bizarre, tu sais. Mais t'es sûr que c'est pas suite Non, mais je veux dire, c'est pas suite à une réclamation de quelqu'un. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste ça, une t'as reconnaissance? pas la possibilité de le savoir. Tout ce que tu reçois, c'est un mail. T'as pas machin vous a dénoncé. D'accord. Bon, voilà. Ah oui, c'est étonnant. Tu vois. On va enchaîner avec en 1990 avec Moby, donc pas le même Moby commercial qui a fait We Are All Made of Stars par exemple. Ah non, parle pas de c'est pas le même. Si. Non, c'est notre ami Fredo dont on parle là. Donc ex-musicien chez Callisto, c'est Frédéric Mott. Frédéric Mott. Donc avec Coppermaster, un morceau que j'apprécie énormément. C'est parti. Angels. Non. Ah bah oui, t'as pas le bon. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Tu t'es trompé. Je me suis trompé. Ouais, parce que j'ai le bon là sur ma machine. T'as une clé USB à me prêter? Je vais le donner tout de suite. Ok, Non. bon, on va enchaîner une année après. Hein. Tu Voilà, me donneras Les joies tout à du l'heure. direct. Voilà. Les joies du direct. Avec Jesper Il va être Kid. très content en plus. Bah ouais. Jesper Kid Global Trash. Global Trash, ouais. Connaissez monsieur? Ah bah bien sûr, oui, je l'ai croisé plusieurs fois à l'époque et puis maintenant c'est lui qui est sur qui est la musique par exemple de tous les Assassin's Creed, les Hitman que tout le monde connaît. Voilà, il est parti à la base il est danois je crois et il est parti s'installer à New York il y a une bonne dizaine d'années et il en est jamais reparti et ça marche très bien pour lui. Il a vraiment il fait une très belle carrière dans le jeu vidéo. Alors c'est parti pour Jesper Kid 1991. Ouais. Il y a une réflexion de Amiga 1200 qui dit que Jesper Kid a fait aussi des musiques sur Mega Drive dans ses débuts de sa carrière. Oui, c'est vrai. Et, je sais plus comment s'appelait cette boîte pour laquelle il travaillait, mais effectivement. Ouais. Il y a des gens qui connaissent le parcours de tout le monde. Même toi, à mon avis, là, t'as des fans. Hein. Voilà. Oui, il y a des fans sur les forums. Ouais, Et d'ailleurs, oui. Il faut qu'il dédicace sa chemise, un t-shirt, comme ça. C'est la fête aujourd'hui. Hein. Allez, Tu veux signer ISO Monster, ok? Mais je vais y penser, un nouveau pseudo ISO Monster, c'est pas bête. Hein, ça va être dans la continuité. Ça fait un petit peu Warres quand il y a même. de l'idée. Non, mais il y a un petit Monster côté point com. SF qui me plaît bien, Prometheus, tout ça. Non, j'aime bien. Non, vraiment. Comme on parlait de Mega Drive et de Super Nintendo, moi je me posais la question, alors dans mes souvenirs d'enfance on disait toujours que la Super Nintendo avait un meilleur son que la Mega Drive. Alors est-ce que ça venait des compositeurs ou des non, puces? non. Alors, Déjà c'est faux. On peut pas dire ça du tout. Alors là, C'est très simple à change de ton, expliquer. s'il te plaît. La Mega Drive était beaucoup plus impressionnante en termes de performance sonore que la SNES, en ce sens que effectivement on avait quasiment que du son généré, bien qu'on pouvait, comme j'expliquais tout à l'heure sur ST, tricher un peu en mettant des percussions en sample, mais vraiment très peu, parce que ça bouffait tellement de mémoire et de pros qu'on le faisait vraiment sporadiquement. Mais par contre, sur Super Nintendo, on avait la possibilité d'utiliser des samples comme sur Amiga, mais avec, contrairement à l'Amiga, 8 pistes mono. Et donc, non, même stéréo en plus. Amiga c'était 4 pistes mono et la SNES c'était 8 pistes stéréo, enfin en moyenne. Et du coup, on avait aussi l'utilisation de reverb qui était possible sur SNES, donc on avait quand même un rendu qui faisait plus propre à l'oreille parce qu'on avait des sons un peu plus réalistes. Et à l'époque de la Super Nintendo, on cherchait quand même encore, à cette époque-là, le réalisme dans le son, dans un jeu vidéo, alors qu'aujourd'hui on revient à des bip-bip, etc. Les sons étaient tellement compressés en fait. Ils étaient très compressés, mais en même temps très purs. Quand tu descendais à des basses fréquences, ça restait très pur, contrairement à d'autres machines. Mais par contre, la Mega Drive permettait vraiment d'expérimenter des choses. C'est de la FM, c'est de la puce Yamaha. De la vraie FM, et il y avait, pour moi, les meilleurs exemples sur Mega Drive. Moi j'ai très peu bossé sur Mega Drive, mais il y a un compositeur qui s'appelle Yuzo Koshiro, que
les fans connaissent Yu forcément, Hakusho, ouais. et qui avait fait les musiques de Street of Rage 1, 2, 3. Ok. Si vous voulez savoir ce que peut faire une Mega Drive au niveau sonore, vous mettez n'importe quel Street of Rage, vous faites en plus il y a la track, on peut écouter les tracks séparément dans le menu. C'est un vrai album de musique électro à l'époque, avec des effets incroyables, une maîtrise du chip sonore et des compositions super intéressantes. Et là vraiment, c'est pour moi, pour vendre le son d'une Mega Drive, c'est les jeux, c'est Street of Rage. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... De toute façon, la question se pose pas. Les gens ne retournent pas la Super Nintendo pour faire du son avec la Super Nintendo et reviennent à la Mega Drive. Exactement. Quelqu'un a sorti il y a pas longtemps une cartouche qui fonctionne comme MIDI NES, donc une cartouche NES que tu mets dans ta NES et qui sort des câbles MIDI pour utiliser ta NES, pour utiliser le sound chip de ta NES. Quelqu'un fait la même sur Mega Drive. Donc le son est plus légendaire, c'est une puce Yamaha. C'est pas au nombre de pistes que ça se calcule, mais c'est surtout, je crois, il y a 3 opérateurs FM. Et je dis peut-être un truc, c'est de mémoire. Donc non, c'est pas comparable. D'accord, bon. Voilà. Ok, tout le Lâché. Vous m'avez calmé. Disons qu'un honnêtement. musicien normalement est plus impressionné par la Mega Drive, par le son de la Mega Drive, les possibilités sonores de la Mega Drive que celui de la SNES, même si celui de la SNES offre un confort apparent bien plus important, mais illusoire à mon avis. Bah, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est sur les machines Sega, donc en l'occurrence la Mega Drive. Il y avait beaucoup de soundtracks disponibles avec le jeu via cheatcode ou via directement le menu. Oui. Et je me souviens m'avoir fait des trips quand j'étais tout gamin à écouter les musiques de Sonic 1, Sonic 2 en boucle, qui étaient magnifiques pour ces plateformes. C'était vraiment très bon, quoi. La tradition des sound tests, tout simplement. On fait plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un business. Donc, puis maintenant tu les as. En fait, je me souviens qu'on les avait toujours, mais il me semble que normalement il fallait aussi débloquer des niveaux pour gagner des nouveaux. Après c'est devenu comme ça effectivement. Il y a eu une époque où on les mettait systématiquement. C'est vrai que c'était un petit peu dans le cahier des charges. Tu mettais un sound test dans un jeu, voilà, parce que la musique de jeu déjà c'était un petit peu le parent pauvre du jeu, donc le producteur s'en foutait carrément, on peut le dire. Hein, donc ouais, vas-y balance. Mais après évidemment maintenant on n'est plus du tout à la même époque. Et effectivement il y a eu cette époque dont tu parles de transition, on y accédait avec des cheat codes, quoi. Parce que t'as quand même des mèmes qui se sont faits à partir des musiques de jeu. Je pense à le thème de Guile pour Street Fighter 2 qui est devenu un mème où les mecs sur YouTube postent n'importe quelle séquence qui vient d'une série, d'un autre jeu vidéo, d'un film, d'un documentaire et ils disent le thème de Guile, ça va partout. Et ils mettent le thème de Guile sur des mecs qui se coursent. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un peu du contenu inutile. Enfin, la musique de Guile, c'est Street Fighter, c'est pas autre chose. Ouais. Non, ça va super bien surtout. Bah, c'est dire la qualité de la composition à la base. Musique de Street Fighter 2 entre le thème de Guile, le Ken Stage, qui est excellentissime. Moi, je m'en lasse pas, même maintenant. C'est des classiques. Hein, c'est des classiques, vraiment excellent, quoi. Et attendez. Il y a un feedback là. Il y a un feedback, oui. Attendez 30 secondes. Formation bidon. Et nous allons enchaîner avec 1991 Nuke Limonade. Ah, Nuke alors. Attends. Vas-y, explique-nous tout. Alors Nuke, pour moi, musicien emblématique, un de mes modèles, on peut le dire ça comme ça. Moi j'ai découvert ce musicien dans un club informatique qui s'appelle le club Microtel, qui était à Melun. Plein de gens étaient là-bas. Il y en a quelques-uns que vous avez peut-être connaître, comme Motif, comme Grisor. Ludovic, je me souviens. Voilà, Grisor était là-bas aussi. Bref. Et un beau jour, on me dit tiens, on vient de récupérer les modules d'un type, un anglais en l'occurrence, Martin Iveson. Donc Nuke. Bon, ok, très bien. On a mis le module. Le module s'appelait Mint. C'était pas celui que je vous ai donné. Et alors là, claque générale. Tout à l'heure, on se demandait comment, en 4 voix, on arrivait à donner la sensation de 8 pistes. Là, en 4 voix, c'était du 16 pistes. C'est juste impressionnant. Musicien dans l'âme. Très bon mélodiste. Très bon mélodiste. Rien à dire. Enfin, c'est quelque chose qui s'écoute simplement et vraiment une sensibilité également. Il est un petit peu dans la même veine que les Bruno, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait ? Très éclectique en fait, beaucoup de styles différents. Exactement. Après, c'est orienté plus vers la funk. Curieusement, dans son parcours, je dirais, artistique, Nuke a dérivé sur de la funk. Après, il a complètement arrêté. Après, il est parti chez Eidos. Il a fait un Tomb Raider. Il a fait Tomb Raider, les musiques. Entre autres. Voilà. Après, il a... Pas le premier, Tomb Raider. Il en a fait un. Il a fait celui de la PS2, l'épisode unique sorti sur PS2. Comment il s'appelait ? Je ne sais plus. Tomb Raider... je ne sais plus, mais le moins bon d'ailleurs. Mais par contre, il avait un orchestre symphonique pour ce Tomb Raider, je me souviens.
Il avait le gros moyen. Moi, c'est tout simple. Comment j'ai connu Nuke, c'est tout simplement qu'on m'a dit tiens, il y a un compositeur qui a fait un module hommage à toi, hommage à Audio Monster, et il s'appelait Nuke. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Effectivement, il avait fait un module un peu dans la mouvance de ce que je faisais à l'époque, avec des guitares wah-wah, des choses comme ça. À une époque, je faisais ça. Et c'est comme ça que je l'ai connu, quoi. Voilà. Et maintenant, pour la petite histoire, pour terminer, Nuke a changé de pseudo. Maintenant, il s'appelle Adjaz. Et Adjaz, maintenant, est un DJ assez reconnu de la scène house minimale. Et voilà, j'ai fait la blague. House de couette. Ok. je vais voir en temps réel, tu vois, les mecs qui m'ont bâché sur Facebook. Voilà, et voilà, vraiment un musicien super. Et voilà, rien à dire, juste à écouter. On écoute tout de suite Nuke Limonade. C'est à cause de lui qu'on a eu 10 ans de funk dans la démontelle en fait. Il avait fait une reprise de la musique de Starsky Hutch qu'il avait fait aussi sur Amiga. Ouais. Alors je précise que c'est Reynal qui chante, hein, c'est pas dans le film d'origine, parce que l'instrument faisait un petit peu trop... ressortait un petit peu du mix. Voilà, je suis pas objectif. Très bon morceau, c'est vrai, ça fait très très funk quand même. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, pour faire dans le funk, c'est la ligne de basse qui prédomine en général. C'est pas trop compliqué de faire la ligne de basse en tracker. Non, t'as toutes les commandes qu'il faut slider, faut moi, mettre du délai aussi. Voilà, très simplement, moi je dirais que rien n'est compliqué en tracker à partir du moment où tu penses ta musique en amont. Enfin moi en tout cas je fais comme ça, c'est que je pense ma musique comme un musicien, je me la chante dans la tête, et après je recopie ce que je me suis chanté dans la tête. Et c'est comme si tu recopiais une ligne de basse que tu entends sur un disque, sauf que le disque il sort de ta tête. Si tu le fais en temps réel, en composant en temps réel, tu peux avoir plus de mal. Alors je parle pas pour les autres, clavier, hein. sinon, Voilà, il faut être rapide avec son clavier. Je pense que le mieux pour tracker, moi c'est ce que je fais toujours, hein, que ce soit le jeu ou le cinoche, je fais comme ça. Je pense la piste que je suis en train de faire, la piste instrumentale, et après je recopie ce que je viens de penser, et c'est là que tu as ce côté un petit peu joué que tu peux rendre avec un tracker. Très bien. Et on va enchaîner toujours en 1991 avec Type FFX, Enigma. Ah oui, alors attends, type FFX. Oui, vas-y. Firefox. Ou Mantronix aussi. Exactement. Il y a eu deux duos avec un dénominateur commun. Exactement. Donc, association de deux musiciens, Type et Firefox, qui ont fait ensemble, enfin, plus Firefox que Type, la musique de la Enigma. La Enigma, démo emblématique, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, avec un petit peu de... C'était de la 3D qui n'était pas générée, qui était... je sais pas, précalculé, je sais pas, il y avait des histoires de boules là qui semblaient être en... je connais que dalle en 3D, mais bon, voilà. Et le reste de la démo, sublime, des champs d'étoiles, des vaisseaux, tout ce qu'on veut, tous les ingrédients qui vont bien. Une musique super dynamique, qui mettait tout de suite le ton dès les premières notes. Exactement, qui a été remixée par la suite et même encore maintenant, et même par moi d'ailleurs. C'était toi en fait. Et voilà. C'était quel support à la base ? Amiga. Excusez-moi de l'affront. Hein. Pas de problème. Enfin. Amiga 500. Amiga 500. Allez, c'est parti pour Type FFX Enigma. Problème d'émulation là. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Il y a des instruments qui se coupent là. Les accords plaqués là, ils sont... Ouais, un petit peu, ouais. Donc ça vient de la conversion des modules faite avec Renoise. Tu t'as réduit, tu sais, un Amiga. Voilà, il faut jouer avec un Amiga, c'est comme ça, là les fans ils vont là aussi, ils vont criser. Hein. J'avais dit XM-Play version avec Wine. Avec ça, on peut pas faire de l'Amiga. Non mais là, on va pas... Ah non, c'est faux. Tu peux. Tu bootes en parallèle. Ah voilà. Tu bootes Windows en parallèle, tu sors WinUAE, c'est bon. Tout à fait, là t'as ce qu'il faut là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur Facebook, sur le flux que j'ai lancé sur ma page, et je pense qu'il y a autant d'activités que sur le chat. Vas-y, bah t'as le droit. Voilà, notamment Christophe Lesage, donc pour ceux qui Dr. connaissent Yes, pas, Dr. Yes, un des organisateurs de je salue au passage. Voilà, de la LTP, qui commente Salut Christophe, tu vois, je parle de toi. Et voilà, putain, trop bien, ça va les gars, vous picolez bien, enfin bon. Oh, on boit de l'eau. Hein.
On boit de l'eau et on fait quelque chose. De l'eau Ah avec non, des petites Il est bulles. pas tout seul, il y a pas ta pomme aussi là. Qui Ah. fait hé, 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 hé. Et on va arriver en 1992 avec Melon Mania d'Audio Monster. Ah bon bah alors là. Donc alors, Audio ou ISO Monster, hein. Ah mais maintenant tu m'as troublé, hein, je me tâte. Hein. Tu te tâtes. Bon. Ouais. Alors, tu peux nous rappeler un peu ton parcours de la démo scène en 2012 ? Parce que bon, tu as l'air très très connu de la scène. Pas du tout. J'étais. Tu étais- Maintenant je suis un vieux débris de la scène. Ouais, mais tu as fait quand même. Il marche avec un déambulateur. Voilà, c'est vraiment. Mais tu as quand même pas mal œuvré dans le jeu vidéo, des jeux vidéo très connus. Donc, pour en citer quelques-uns, Mr Nuts sur Super NES, Shaq Fu, l'indémodable Flashback. Donc Flashback, Eric Chahi avait bossé dessus, je me souviens Non, plus. non. Eric Chahi a fait Another World, mais Oui, chez voilà, Delphine aussi. alors je confonds alors. On les confond souvent, c'est vrai, parce qu'ils sont un peu de la même époque et de la même boîte, donc forcément. Voilà, alors parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'es rentré dans la démo scène déjà ? Alors, en fait, moi, au départ, je suis un gamer. C'est le jeu vidéo qui m'a amené à la musique, à la démo et à en faire mon métier, parce que je joue depuis que je suis gamin. Je collectionne les consoles depuis que je suis gamin. J'ai tout gardé depuis environ 35 ans. Et donc, il est arrivé une époque où il y avait... là, vraiment, où j'ai commencé à faire de la musique, c'est à l'époque des machines 8 bits comme l'Amstrad et le C64. Et je me suis mis à faire des musiques sur Amstrad en les programmant en basique et langage machine. C'était compliqué à l'époque, il fallait vraiment coder tout soi-même, il n'y avait pas d'outils. Mais après, l'Atari ST est arrivé, ça m'a vraiment encore ouvert des horizons sur la musique, sur l'informatique musicale, parce qu'à l'époque, l'informatique musicale, ça voulait rien dire, c'était vraiment très nouveau. Et quand enfin l'Amiga est arrivé, je suis tombé bêtement, toujours en gamer, j'écoutais sans arrêt des musiques de jeu, j'étais passionné par ça, j'avais vraiment une attirance pour ça, sans en faire non plus mon activité, j'y pensais pas. Mais un jour, je suis tombé sur un logiciel qui s'appelait Soundfx, et pas Soundtracker, mais c'était aussi un tracker, mais fait par des Allemands, une boîte qui s'appelait Linel Software. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Je me suis rendu compte que en programmant un peu des notes qui étaient elles-mêmes assignées à des samples, on pouvait avoir de la musique réaliste comme ça, de chez soi, sans avoir à chercher des musiciens, etc. Donc ça a été le coup de foudre. J'ai commencé à tâtonner, à faire des petites musiques que je ne ferai jamais écouter à personne dans un souci quand même de préservation de l'oreille humaine. Simplement pour faire continuer la légende. Oui, peut-être aussi, s'il y en a une. Mais en tout cas, je me suis mis à faire des adaptations aussi de succès de l'époque, du cinéma, etc. Donc je me suis amusé. Et puis petit à petit, autour de moi, on commençait à me dire que c'était bien. Quand j'ai commencé à faire mes propres compositions, on a commencé à me dire que c'était pas mal, mon entourage. Moi, j'y croyais pas trop, etc. Et puis un jour, j'ai vu le phénomène des démos se lancer, et c'est là que je crois que ce qui m'a amené au monde de la démo, c'est tout simplement le fait de traîner dans les magasins de jeux vidéo de Paris. Parce qu'à l'époque, à République, la République, bien sûr, place de la République, c'était vraiment le village du jeu vidéo. Et en fait, moi j'y allais, pour m'acheter un jeu de temps en temps, mais aussi je rencontrais plein de gens là-bas. Et pour regarder les jaquettes. Et regarder les jaquettes, les jaquettes devant. de l'époque, elles étaient magnifiques. C'était des œuvres d'art et je rêvais devant, effectivement, parce qu'on va pas se les offrir. Après, pour en parler sur RTL après. Ça coûtait, voilà, exactement. Mais ça coûtait, 14. les jeux vidéo coûtaient très cher à cette époque-là, donc c'est vrai qu'on en avait très peu, et il faut se l'avouer, on avait surtout 99% de nos jeux, c'était des copies. Et on allait aussi dans ces magasins pour faire des copies, parce qu'on se donnait rendez-vous avec des gens, avec des copains. Tiens, j'ai reçu sur les BBS. Alors les BBS, c'était des serveurs à l'époque, on n'avait pas Internet, mais on pouvait quand même télécharger des trucs. Enfin, je vais pas en faire les détails. Voilà, c'est l'ancêtre du FTP. Et donc du coup, j'allais chercher, faire mes emplettes là-bas, mes jeux copiés, etc. Et à force de côtoyer ce milieu-là, un jour, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelait les démo parties. Et j'ai rencontré un programmeur qui était en train de montrer une ébauche de démo. Je crois que c'était ça ma première démo. Il s'appelait Ronan. Et je sais pas si tu te souviens, Rénal, c'est celui qui a fait la Eyes de Silence. Ouais. Et en fait, cette démo, c'était donc la fameuse Eyes de Silence dans laquelle j'ai mis une musique qui s'appelle Nebulos. Et donc en fait, je l'ai croisé comme ça. Et moi, j'avais fait cette musique qui faisait 13 minutes et je sais plus, 110K ou un truc comme ça. Et Ronan m'avait vu en train de la jouer, pas loin de lui. Et puis il m'a dit... mais ça m'intéresse, il parle un peu comme ça, il dit, mais ça m'intéresse là. C'est pas sympa pour lui. Non, si, il est vachement sympa en plus, il parle d'une voix très posée et tout, il disait ça m'intéresse. Bon. Et tu fais de la musique, ça coûte pas cher en mémoire, et en plus c'est bien, tu voudrais pas faire de la démo. Voilà. Et j'ai mis ma musique dans sa démo, et en même temps, parce que c'est ça qui a été un coup de chance pour moi dans la démo, en même temps, j'avais fait 2 autres morceaux, il y a un certain Thomas Landsburg, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Thomas Landsburg, elles ont été jusqu'à lui.
Et il a demandé à boire. à boire, oui, on a Et soif. il a demandé à boire. Et il a demandé à boire. Non, et il a demandé, il a dit à un contact commun, je crois que c'était Mister Vidéo. Je sais pas si tu te souviens Mister Vidéo. Bien sûr. Et de Dragons, tout ça, voilà. Dragon. Et il lui a dit, est-ce que tu peux te débrouiller pour que ces musiques soient dans ma démo si ça l'intéresse? Et il m'en a parlé, j'ai dit oui. Et du coup, dans la même partie, démo partie, j'étais sur 2 grosses démos, dont une avec 2 musiques. Et ce qui fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain, il y avait un classement à l'époque d'un truc qui s'appelait les Eurocharts. Ouais, putain, ouais. C'était les classements des C'est musiciens. Et un jour, un copain musicien, Réflexe, Frédéric Voilà, Cordier, Frédéric. que je salue au passage, Salut Fred. il m'appelle, il m'appelle, on se voit et il me dit t'es au courant, Raph? Je lui dis bah je sais pas de quoi. Il me fait T'es dans les t'es dans les Eurocharts. Je lui dis ah super génial. Il dit attends c'est pas fini. Je lui dis quoi? Il me fait t'es premier. Et là j'avoue que j'en revenais pas parce que je venais de faire ma première démo et tout de suite je me suis retrouvé là et j'y suis resté je sais pas 7 ou 8 mois consécutifs et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et pour le jeu vidéo, alors là c'est grâce à un ami, parce que moi je faisais de la démo, mais toujours sans penser faire de la musique mon métier, c'était vraiment juste de la passion. Mais un jour, un ami persistait à me dire mais tu devrais faire du jeu, tu peux faire du jeu, tu peux faire du jeu. Moi je disais non, je veux faire des études, machin chouette, gentil petit garçon. En fait j'avais pas envie du tout, mais bon, c'était pour faire genre. Et un jour il m'a dit bon bah tu veux pas y aller, moi je vais prendre tes disquettes. Il m'a même pas dit, même pas prévenu. Il a pris mes disquettes, il est allé chez Océan, chez Delphine. Il a dit c'est le compositeur qu'il vous faut. Et une semaine après, j'avais un coup de fil pour faire. La première fois, c'était Snow Bros. Après, ça a été Flashback, Mr. Nuts. Ça a enchaîné. Et après, ça m'a amené au Cinoche. Et voilà quoi. Il me semble que pour Flashback, tu as récupéré des musiques existantes. T'as pas tout composé. Non, j'ai rien composé. Moi, je dis que j'ai rien composé sur Flashback. J'ai fait la version Amiga à partir de la version Mega Drive. Donc, en fait, pour se rendre compte de mon boulot, c'est j'ai la version Mega Drive sur une cassette audio. Et on me dit convertis-les sur Amiga. Donc j'ai fait des modules Amiga et ça a donné ce qu'on peut entendre sur Amiga. Voilà. Mais après j'ai fait la suite Fade to Black, mais là j'ai tout fait par contre. Ouais, voilà, c'était exactement la question d'Amiga 1200 sur le chat. Est-ce que Fade to Black sur PS1 c'était toi? Donc, oui, absolument. Oui. Ouais. Tu as fait tout de A à Z. De A à Z, musique, bruitage, même certaines voix dans la version française. C'est à voir. Ouais, pour la petite anecdote, au tout début de la version française de Fade to Black, on voit Conrad, donc le personnage principal, qui s'échappe d'une prison spatiale, et il y a un complice qui se révèle à lui, qui s'appelle John O'Connor, et qui assassine un morph, les extraterrestres, les morphs, les méchants de l'histoire, et ce morph, juste avant, est en train de parler à Conrad en lui disant au pénitencier lunaire New Alcatraz, il y a une entrée et pas de sortie, toute tentative de boum, il se prend une balle dans la tête. Et la voix d'origine, c'était un acteur pro, très bon en plus qu'il avait fait, mais Paul... c'est pas impossible. Mais en fait, l'acteur pro avait fait un truc que je trouvais moi très bien, mais Paul Cuissel, concepteur du jeu, lui, il aimait pas ce qu'il avait fait, et il m'avait entendu, moi, dans les couloirs, j'arrêtais pas de parler morph pour faire le con, comme ça m'amusait, je parlais morph, voilà. Et il m'a dit, bah tiens Raph, puisque tu fais souvent le malin, tu veux pas te mettre au micro et fais-le. Et je l'ai fait, et il l'a gardé. Et voilà, c'est resté, c'est rigolo. Tu peux refaire le morph là? Alors, elle est un peu trafiquée la voix quand même, mais à la base ça faisait Eh toi, au pénitencier lunaire New Alcatraz, il y a une entrée et pas de sortie. Toute tentative de... Voilà. Si vous vous plaignez régulièrement des traductions des jeux vidéo, je vais aussi venir le taper. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je reviens juste vite fait sur les Eurocharts, parce qu'aujourd'hui ça peut paraître complètement dingue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Eurocharts, comment ça se passait? On recevait c'est quoi une Eurochart? Les Eurocharts, c'était un classement mondial, on va dire, des mecs les plus appréciés de la communauté. Voilà, c'est ça, le plus populaire. C'est comme des awards. Et comment ça se passait? On votait pas sur Internet, il n'y avait pas d'Internet. Tu recevais une feuille à la maison avec des cases à cocher, tu remettais dans une enveloppe, tu mettais un timbre et tu renvoyais à un gars. Ça, ouais. C'est incroyable quand on y repense. Et le mec qui compulsait tout ça, t'imagines même pas le nombre qu'il a pu recevoir. Et puis après on recevait de nouveau une feuille, donc les Eurocharts, en disant bah voilà le premier, blablabla. Voilà, pour la petite anecdote, tu vois, à l'époque avec le courrier on pouvait en faire des choses. Internet, ouais, avec le courriel. Le snail. Toujours une question pour ISO ou Audio Monster. Alors une question assez technique du contexte de l'époque, toujours d'Amiga 1200. D'ailleurs Amiga téléphone ou viens nous voir. Il y a Nocturias sur le chat, il vient d'arriver. Voilà, alors pourquoi as-tu refusé à Grisor certains mods pour Mods Anthology? Alors déjà je précise, Mods Anthology... C'est ça, ça sent l'embrouille. C'est un piège, je quitte ce plateau.
Alors déjà qu'est-ce que c'est mode anthologie? Non mais je vais faire mon Strauss-Kahn, je vais partir. Hein. Non mais en fait, Je t'arrête de alors, chambre, si tu veux, déjà là, j'ai refusé. Définis ce que c'est mode anthologie déjà. Ah oui, alors mode anthologie, Rénal il le fera mieux que moi je pense. Alors mais- je vais te le dire ce que Voilà, c'est vas-y. exactement. Attention, j'ai pris des notes. C'est parti. Donc mode anthologie, une compilation en 4 CD, 16 000 modules, 18 000 modules, plus de 1000 heures d'écoute, compilation de 99% des musiciens qui ont fait de la musique sur Amiga, sur Atari, sur PC, sur ce que tu veux. Ça couvre la période 85 jusqu'en 96. Voilà, donc à l'origine, mode anthologie, c'était le premier volume, Grisor, voilà, Nicolas. Franck avait comme idée de faire un deuxième volume qui n'a jamais été fait parce que quand le mode anthologie 1 est sorti, on a commencé à avoir du MP3 sortir, donc faire des compiles de MP3 et Internet aussi. Enfin, je pense que ça c'était plus tellement approprié. Donc voilà, donc mode anthologie, vous pouvez aller sur mon site parce que j'en fais un petit peu la promotion. Qui a le site Moonov.com. Voilà. Et il y a un gros article justement sur mode anthologie. Il en reste encore quelques exemplaires disponibles qui sont chez moi et chez Gandalf. Et qui n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. rien à voir du tout. Gandalf, pour rebondir sur les BBS, c'était le propriétaire de Ace BBS, qui était un des BBS les plus réputés de la démoscène dans les années 90. Voilà. Alors, Audio Monster. Pourquoi t'as refusé à Grisor certains modes pour mode anthologie? Putain, il Je a pensais pas que j'allais la passer à Je pensais côté. que t'allais embouser le bordel. En fait, C'est Gandalf AUJ, ça? Oui. Ok. Alors, ok. Oui, on parle du même. Alors pourquoi? En fait, alors pourquoi déjà il faudrait qu'on me resitue dans le contexte parce que j'ai dû refuser effectivement, je m'en souviens même pas, mais des modules. Mais si je l'ai fait, je répondrais de façon très générique, et pas du tout par l'acheter, mais vraiment parce que je me souviens pas précisément des morceaux. Mais c'est juste que si j'ai refusé, c'est que c'était des modules que je qualifierais de navrants, et j'en ai fait beaucoup. Donc, si je les considérais comme navrants, il était hors de question de les mettre sur mode anthologie. Et déjà, même sur mode anthologie, il y a des trucs que j'aurais pas mis si c'était à refaire. Mais bon, en même temps, c'est pas grave, faut assumer. Mais si j'ai refusé, c'est vraiment pas ni pour embêter, ni quoi que ce soit, ou pour des raisons de droit. C'est forcément parce que c'était des choses que je trouvais vraiment mauvaises et que je me voyais pas mettre là-dessus quand même, à côté de trucs qui étaient quand même pointus, quoi, tu vois. Ok, là on va... Donc je présente mes excuses à Grisor s'il l'a pas bien pris, mais non, tout va bien. Oh, mais j'ai pas l'écho de Grisor, hein, c'est juste Amiga qui se posait la question. D'accord. Justement, j'ai apporté un exemplaire de mode anthologie pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Donc je vais le montrer à la caméra. Ouais. Voilà, mode Voilà. anthologie. Attends un tout petit peu, ouais, c'est bon. Non, c'est bon, c'est à l'écran. C'est sorti quand, en 95 ça, non 96. 96, ouais, 96. d'accord. Je sais pas si Grisor a gagné de l'argent avec ça, vu que chacun des musiciens qui sont sur la compilation ont déjà eu un exemplaire. Voilà. Donc à l'intérieur, je vous montre ça. Quand même, c'est à voir. C'est un superbe objet. Sur l'autre caméra. Voilà, pardon. Ici. Voilà. 2 CD de ce côté-là. Chaque musicien a eu un exemplaire, mais ça en fait combien? Parce qu'il y en a des... Je sais pas, il y en a peut-être, je sais pas, 500 peut-être dessus, j'en sais rien. Ah ouais, quand même. Voilà, Ça a dépassé l'album de Britney Spears. exactement. Ouais, là, on est... Et je crois que c'était vendu 240 francs à l'époque. Bon, une bagatelle pour 16 000 morceaux, ça va. C'est vrai. C'est honnête. Non, mais c'est, plus qu'honnête. Hein. Tout bon seigneur se doit d'avoir ça. Surtout Chez sans lui. Internet, même s'il y avait Internet à l'époque, tout le monde ne l'avait pas, c'était quand même très marginal, donc oui, ça valait de l'or. C'est Ah vrai. oui. 249 €. Audio Monster, on va écouter Melon Mania d'ici quelques instants. Donc la jeunesse de Melon Mania. La genèse de Melon Mania, il n'y a pas vraiment de genèse, c'est juste que il y avait Christophe. Alors Christophe, c'était Walt, le graphiste fameux de Melon Design, avec qui je suis resté ami d'ailleurs, que je salue s'il m'entend. Il a travaillé pour PC Team. Hein. Entre autres, il a fait plein de choses. Il a un parcours, c'est vrai que. Et donc en fait, il m'a tout simplement demandé une musique pour une démo avec une liberté totale. Il m'a dit fais-nous un truc étrange comme tu sais faire, parce qu'il paraît-il que je savais faire des trucs étranges. Et donc j'ai fait ce truc-là sans vraiment réfléchir, mais ça a donné ce truc-là. Moi, je réfléchis pas énormément en amont quand je fais une musique, surtout quand j'ai pas beaucoup de temps. Je marche beaucoup à l'instinct. Même pour le cinéma, je regarde une image et ça vient comme ça, j'essaye pas de conceptualiser, etc. Ça peut être bien aussi, mais en général je le fais pas. Et là c'était vraiment quelque chose d'impulsif, je l'ai pondu sans dire vraiment pourquoi. Et pour la petite anecdote, ça c'est un morceau que j'ai recyclé dans un jeu vidéo, dans Chaque Fou. Le thème principal qu'on entend dans Chaque Fou, c'est Melon Mania.
refait quoi. Donc chaque fou, un jeu vidéo sur Super NES Sur Super NES, Mega Drive, Game Gear, et c'était Electronic Arts et Delphine à l'époque en 94. avec Shaquille O'Neal en motion capture. Shaquille O'Neal, absolument. Ouais, c'est ça. Et nous écoutons tout de suite Audio Monster Melon Mania sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Donc oui, c'est très space. Hein. On m'avait demandé ce que j'avais fumé quand j'avais fait, mais non, rien. Un peu d'alcool peut-être. Un peu d'alcool. Donc Ouais. nous étions en 1992. Donc c'était sur quel support? Amiga. Toujours Amiga. Ouais. Dans la démo, j'ai officié que sur Amiga. Il y a des musiques qui ont été mises sur Atari ST, j'étais même pas au courant d'ailleurs, mais moi j'ai vraiment fait la démarche de musique démo uniquement sur Amiga. Ok. On va enchaîner toujours en 1992 avec Travolta Spaceball. Ouais. Spaceballs, alors, sauf erreur, la première, si ce n'est une des premières, si ce n'est la première démo à avoir utilisé, alors comment ça s'appelle cette technique, le motion capture? C'est ça? Oui, c'était un genre de D'accord. motion capture. Donc aujourd'hui sur YouTube, on peut retrouver la. Enfin, c'était du rotoscoping On peut plutôt. retrouver les Ouais. originaux de Voilà. cette démo parce que beaucoup de mecs ont dû fantasmer pas mal sur les modèles. Sur les nanas. Ouais. Donc voilà. J'ai vu les vidéos, mais en fait, c'était pas top. Hein. Ah bon, bah. Ah, faut se remettre à l'époque. À l'époque, hein. c'était bien. hein. T'as quand C'était même une scène où à la fin ils sont Non, mais habillés tout de cuir. hein. le concept en soi technique, Ouais. il est génial. Mais Ouais. quand on voit les origines, Mais quand ils voient Ah les oui, vidéos, comment il y a ça pas s'est de quoi passé les- Ah, quoi de ouais. les- Bah, le espèce truc, de- voilà, la Spaceballs, donc c'est avec une caméra, ils ont filmé deux nénettes, ça se passait en Finlande, en train de danser, d'accord. Après, ils ont repris toutes les images, ils les ont traitées sur Amiga et ils en ont fait une sorte de clip, d'accord. Donc c'est complètement en 2D, t'as des personnages qui lèvent les bras à droite à gauche, c'est les jeunes filles, avec la musique de Travolta C'est et de la musique de jeunes. carton total, quoi. C'est parti. Alors, Travolta, Travolta, je précise que Spaceball, c'est pas 1980. l'acteur, hein, bien sûr. Non, hein. ouais, rien à voir. Non, mais bon, on sait jamais. hein. C'est sûr. oula. Là, Ouais, c'était très dense. Hein. Là, on voit bien des filles se trémousser dessus. Il n'y a aucun problème. Hein. Pas de problème. Pas de problème. On va enchaîner 1993. Jester Cyber Ride. Alors, Ouais, c'est ça. Jester. Jester, un musicien allemand qui a aussi énormément marqué son époque, notamment avec une autre musique de démo qui s'appelait World of Commodore, je crois. Voilà, donc Cyber Ride, ça c'est juste le coup de cœur sur la musique. Une musique avec un punch incroyable, une rythmique de fou, des accords bien comme il faut, une ligne de basse de dingo. Voilà, la démo s'appelait Extension, c'était le groupe Pygmy Project. Voilà. Nothing else. C'est parti. Alors, juste avant, Amiga 1200 qui est très prolifique aujourd'hui. Alors, une petite critique sur la musique de Travolta qu'il trouve assez naze, Naze. avec un code moins étonnant. Et est-ce que ça serait pas passé plutôt inaperçu à l'époque, cette histoire? Ah, pas du tout. Alors là, Enfin, absolument pas, la quoi. démo surtout est pas passée inaperçue. La musique, je suis moins sûr. La démo a fait le tour du milieu, ça c'est sûr. Un peu l'univers. Mais la musique, je sais pas si elle est sortie de son contexte par contre. Mm. Je sais pas si les gens se la sont passés dans un tracker tellement quoi. En tout cas, les musiciens. Avant d'être Je sais vraiment nostalgique, je pense pas en tout cas. Mm. Alors, on va enchaîner, donc comme annoncé Mounov, Jester Cyber Ride. C'est parti. 1993. Ça m'a toujours fait penser au thème de Miami Vice. Ouais, Jamais ouais, meurt, ouais, ça. D'ailleurs, j'ai la- une anecdote là-dessus. c'est la musique de la fessée. Hein.
aussi de la musique de jeunes. Ah, moi j'adore. Les batteries super compressées et tout. Hyper ça jeune. claque, Ça me rappelle net. quand même un passage. Oh là là. Non, c'est le genre de personne, ce musique, moment-là, ça vous a pas rappelé Future Proof hein. Un petit peu. Mais moi, à cette époque-là, je détestais tout ça. Moi. Cette mouvance dance là. Ah non, mais je suis honnête. Hein, moi, je détestais ça. Tu Vraiment. en écran géant, genre à la Saturne, la convention informatique qu'il y avait à Shell dans l'Est de Paris. T'as ça devant un écran géant, tu t'en prends plein la tronche. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah non, la démo en elle-même, toujours impressionnée, c'est sûr. Mais moi, je parle en tant que le musicien qui va regarder. Ah, c'est clair que là, ça te pollue, ça te pollue l'oreille. Tiens, J'ai pas dit ça. Comment ça s'appelait ce jeu sur Amiga où c'était un hibou qui allait devant comme ça, là, qui shootait tout ce qui arrivait en face de lui? Ça vous dit rien de Psygnosis? Si. Ah si, je le vois très bien en plus. Je me souviens plus le nom, mais juste pour l'anecdote, la musique de fin, il y a un petit bonhomme comme ça qui lève les bras en l'air quand on est mort, tout ça. La musique a été ripée justement sur une musique de Miami Vice. Mais complètement, c'est le même sample. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça s'appelait pas Apidia le jeu avec le hibou? Non, pas du tout. Non, c'était autre chose Apidia. C'était très beau Apidia. Putain, ça m'énerve. Il y a personne là? Agonie, voilà. Agonie. Merci Patapom. Voilà, ouais. Voilà. C'était Tim Wright qui avait fait la musique d'Agonie, il me semble. Il y a la scène. À mon avis, sur le forum, ils doivent savoir, mais je pense que c'est Tim Sensor Wright derrière. qui a fait la musique d'Agonie. Sensor, il est sur le coup. Ouais. Bah bonjour Sensor. Salut Sensor. Salut. Comment vas-tu? On va enchaîner 1993 avec Lizard King. Ouais. Donc est-ce que c'est un rapport avec Jim Morrison, son nom de scène? Ah, peut-être, j'en sais rien. Peut-être. Donc, pareil, Lizard King a été. Utilisait des techniques pour faire du tracking qui étaient énormément basées sur les. Je démarre un son, je le coupe immédiatement. On appelle ça des stabs, énormément, des accords à droite, à gauche, tout ça. Vraiment une technique vraiment très particulière. Et aujourd'hui, Lizard King est toujours musicien chez. Je sais plus. Dans une boîte en Suède qui continue à faire des jeux vidéo. Ah, je savais pas, il est toujours dedans. Ouais. Putain, je perds la boule, c'est l'âge, c'est normal. Il faut prendre des notes, hein. Ouais, carrément. Je suis venu sans notes là. J'essaye de faire de mémoire, mais T'as ça commence à faire défaut. J'ai Wikipédia, c'est vrai. Il y a Mais là, pendant qu'il recherche, on on n'arrivera jamais à 98 Dr. de Yes, cette vitesse. Dr. Yes nous dit c'est Tim Weird et Joran Tell. Ah, il y avait Joran Tell Ouais. aussi. Ah, d'accord. Excusez-moi pour mon anglais, je travaille mon anglais en ce moment. Merci Dr. Yes. Bon, on va lancer notre Lizard King, hein. Crystal Dreams 2. Ouais. Oh, il doit manquer des voix là encore. Carrément, ouais. Ça c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, hein. Voilà. J'ai coupé trop tard. Donc je regarde là. Donc 1993, on arrive bientôt à la scission, voire la fin de vie de l'Amiga et de l'Atari quand même. Ouais. Attends, il n'y a pas de fin de C'est vie, pas là. la... Non, c'est pas la fin. Non, mais je vous fais pas un affront, messieurs. Je vous fais pas un affront. Moi, J'ai tout broyer quitté le ici, navire. Oh, on se calme. J'ai quitté le navire avec les rats, donc il n'y a pas de problème. On se calme. Avec rap. Non, c'était pas la fin de l'Amiga et l'Atari. Par contre, la démocène On a eu rat s'est à l'antenne. déplacée En sur le février. PC. Complètement. Le PC est devenu une machine accessible. Parce que personne n'avait 10 000 francs à mettre dans un ordinateur. Bah, surtout que ça prenait moins de place. Ça, voilà. Deuxièmement, des cartes graphiques super ont commencé à apparaître sur le marché, notamment la Matrox. Et après, la carte son, la Gravis Ultrasound. Ces trois éléments-là mélangés ont fait du PC une machine attractive pour les scéneurs. Et donc, malheureusement, l'Amiga et puis l'Atari en ont fait les frais. Ok, et on va enchaîner avec 1993, Moby, donc Frédéric Mott, qu'on n'a pas pu écouter tout à l'heure. Donc cette fois-ci, c'est avec Arte. Donc c'était une démo très connue, Arte, dans le milieu de la scène. Sanity, ouais. Une des plus connues. Sanity, ouais, voilà, je recherchais le nom. C'est la fête, hein, sur le chat. Il y a Dream Dealers qui vient de se connecter. Ah bon? Oh putain, mais c'est qui le Dream Dealer? Ouais, parce qu'attends, ça. ça doit être Do. C'est Do, évidemment. C'est Do, j'en suis persuadé. Oh merde, le pire. Oh, le pire des cons. Mais non, Attends, c'est le pire. et Amiga sur le chat nous fait du chantage. Si on parle de Gravis, il se casse. Non, mais reste Amiga. La Gravis, c'était bien. Il y a aussi Sound Blaster 16. D'ailleurs, j'ai travaillé Et j'en sur passe. Gravis.
Ouais. Ça y est. Et quel souvenir tu as eu? Sur Fade to Black, ah non, c'était une merveille quand même. C'était la Rolls des cartes son. On avait d'un côté les Adlib, après il y avait les WO32 qui étaient pas mal aussi, mais Gravis c'était le top. Mais c'était plus pénible à mettre en place pour la compatibilité. Mais à l'époque c'était bien. Et c'est un amigaïste pur et dur qui dit ça. On peut, bien sûr. Et là justement cette Gravis a permis au tracker d'accéder à 32 voix puis 64 en plus pour un vrai petit studio à l'époque. Voilà. Une belle machine. Alors on enchaîne avec Moby Arte en 1993. La ligne de basse qui va bien. Magnifique. Ah merde, j'ai coupé au moment où ça devient. Ouais, mais excellent, mais vraiment excellent ce mode. Enfin, ça n'a vraiment pas l'impression que ça a été fait sur ordinateur. Enfin, non, moi il m'a toujours bluffé Arte. Vraiment. Ouais. C'est pas pour faire de la pub ou faire mon lèche-bot, vraiment, je trouve excellentissime. Voilà, je viens d'avoir un petit commentaire sur Twitter là d'un copain qui s'appelle Knos, qui fait partie du groupe Tepolm, qui pour info travaille maintenant en Allemagne chez Ableton, pour ceux qui connaissent le logiciel, je fais pas du recrutement, et qui nous fait une jolie remarque en nous disant « Oh là là, les vieilleries ». Parce qu'il sait très bien ce qui vient après. Il sait très bien ce qui vient après. Tu vas y passer, t'inquiète pas. La liste est longue. Bah, on peut qualifier de vieillerie, mais en même temps, c'est tout un pan de culture musicale qui n'est pas forcément accessible facilement pour n'importe quel auditeur, pour n'importe quelle personne. Ouais. D'ailleurs, s'il y a un auditeur qui a eu cette expérience, 08 92 23 95 20, pour parler de cette expérience avec son Amiga, son Atari, il a bloqué sur une musique. Mais oui, Amiga 1200, téléphone-nous là, depuis le temps que t'es sur le chat, on n'a jamais entendu ta voix, téléphone-nous. Amiga. Alors messieurs, on va se calmer. On va arriver en 1995, donc un petit saut de 2 ans. Ah, là j'étais mort, moi ça y est, c'était fini. C'était fini. Ouais. Alors 1995, Dizzy, Alternative Samba. Ouais, donc, d'accord. Alors Dizzy, musicien finnois, d'accord, qui a fait son apparition, j'allais dire de nulle part, mais oui, enfin pour moi il était de nulle part. Et j'ai découvert, encore une fois, un musicien qui savait exploiter ProTracker, mais d'une manière absolument magnifique. En utilisant des petits bouts de samples qu'il faisait systématiquement lui-même, il arrivait à reproduire des bruits de guitare, des bruits d'instruments, je dirais, complètement hors de ce qu'on connaissait aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un vrai musicien en plus. C'est un vrai zikos. Un peu de tout. Et, ah oui, très complet, quoi. Complètement. Et juste ça s'écoute et on n'a pas l'impression du tout d'entendre un module. Et les compos sont très riches en harmonie, etc. C'est très pointu, quoi. Et ben c'est parti, Dizzy, Alternative Samba, 1995. Là, il n'y a pas un problème d'émulateur ou c'est dans... Non, c'est... Non, là, il est comme ça. Okay, Voilà. Je ne vous vois pas réagir. Non, parce qu'on est captivé, Parce que ça rappelle des bons souvenirs, quoi. Moi, j'avais adoré. C'est l'hypnose pour une régression mentale, pour aller vers... C'est ça, mais tu sais, en écoutant, la déformation, c'est qu'en écoutant la musique, moi, je revois les patterns de ProTracker exactement, se défiler devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la même veine que Dizzy, il y avait un autre musicien qui s'appelait Ukulele. Ah. D'accord, qui faisait le même style de musique super construite, super compliquée. Et c'est vrai que harmoniquement, je comprends que ça pouvait pas parler à tout le monde parce que vraiment par moment, on arrivait sur des accords mais très 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 bizarres qui pouvaient
qu'on pouvait ressentir à la limite de la fausse note. Alors qu'en fait, Hitbeat c'était- aussi. Bah, il y a- Hitbeat aussi. Hitbeat. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'accords de 9e, de 11e. Enfin, c'est pas des accords c'est qu'on des- a l'habitude d'entendre tous les jours. C'est hein. sûr. Surtout à musiciens l'époque qui sur font Amiga. chaud. C'est vrai qu'on avait des accords assez primaires en général. Moi, le premier. Hein, et lui, c'était beaucoup plus pointu. Quoi. Ouais, salut à TRSI, maintenant il y a TRSI qui débarque sur le chat. Vodka TRSI. Oh non, merde. Pas lui. Ah, c'est la journée des cons, là. Oh là là. C'est pas sympa. Un peu de tenue, Guillaume, tu vas te faire cartonner après, sinon. Grave, grave. On va enchaîner toujours 1995, donc ça m'a l'air d'une période très prolifique, 93, 94, 95, 96. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Complètement. complètement. Bon bah bonne Super analyse. pour l'équipe. Là, comme je te disais tout à l'heure, la scène commence à se déplacer sur PC. Il reste encore un peu d'Amiga, mais les mecs, ils ont fait un petit peu de tuning sur leur Amiga. On a mis des cartes accélératrices, on a mis des disques durs, Et des frigos. et des frigos aussi. Et donc, on essaye d'aller au maximum de ce que la GA peut faire. Et dans les musiques qui suivent, là, je sais pas ce que tu vas passer, mais Gros closer. Voilà. voilà. Bon, là, je vais laisser Guillaume s'exprimer, il connaît bien. Ah non, Vas-y. beaucoup moins, moi, après. Non, Moi, je suis vas-y, tu arrivé te à fais ce pas moment-là. d'ennemis, vas-y, tu parles. Tu parles cette fois. Allez, Guillaume. Ah non, mais tu veux que je dise quoi? 95, j'étais pas encore là, mais Gros T'étais pas encore né reste légendaire. Juste musicalement, voilà, c'est des musiques. On allait peut-être plus se diriger vers ce que moi je vais apprécier ensuite, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire. J'étais pas encore là, on va dire. Ouais, voilà. T'es pas encore actif sur la scène. Non, même pas là du tout. J'avais pas d'ordi encore. T'es arrivé bien plus T'es tard. bien hein. CM2. Moi, je suis arrivé en 99 quand j'ai Ouais, commencé t'as à un traquer. Ma première partie, c'était 2000 et c'était Yes à la LTP qui a été le premier senior qui m'a dit bonjour. C'est quoi ça? C'est un Donc, fond d'écran d'Amiga que je vois là? Ouais, c'est. Ouais. Ah, mais la Grou, après, je pourrais plus parler. Mais Qu'est-ce que c'est que cette photo de merde? Ouais, donc, Ouais, c'est- j'ai- j'ai- pour- C'était ça. Je viens de mettre une photo sur mon profil Facebook. donc pour les auditeurs sur la FM qui ne voient pas l'image, sur le chat, une photo. Bon, on va pas la qualifier, mais qui est arrivée sur le chat qui ne Vaut veut mieux pas la strictement, qualifier, non. il vaut strictement rien dire. Donc on va enchaîner avec Gros Closer 1995. Ouais. C'est parti. Abyss. Il jouait beaucoup avec des sons d'ambiance, un petit peu comme... il y avait quelqu'un en France qui faisait beaucoup ça, c'était Shad, également. Quelque chose d'assez lourd, un peu industriel. Ça ressemble beaucoup à du Mass Attack, je trouve. Un petit peu dans le rythme, ouais. Voilà. Au même moment que Grou est arrivé un autre musicien dont on va pas parler aujourd'hui, mais qui s'appelle Dune, que d'autres connaissent sous le nom Oui. de Brougham State. Également avec des musiques innovantes qu'on n'avait pas encore entendues nulle part. c'est pour ça D'accord. justement là tu fais la bonne passerelle puisque c'est pour Je ça fais que la je disais que ça transition allait, avec, allait très bien avec une voilà. partie plus new school. Ouais. Alors je sais pas quand on fait la transition. Non, mais je crois que c'est bon là. Tu Elle peux- arrive- Non, c'est Guerre, c'est après, C'est c'est bon. beaucoup plus. Ah, juste un petit dernier morceau, Juggy Dope. J'adore énormément. Ah bon, bah voilà. Et après on fait la transition avec Guillaume. D'accord, juste un petit mot là sur la dope. Donc une démo sortie en 95 du groupe Complex. Et Juggy, qui continue à faire de la musique aujourd'hui avec chanteuse et autres, nous a sorti un module au format Fast Tracker qui est vraiment hypnotique. Enfin, c'est quelque chose, c'est une musique qui dure plus de 6 ou 7 minutes et on se fait emporter par vraiment quelque chose de très progressif. On est sur quelque chose entre je sais pas, on pourrait dire de la techno et de l'ambiance. Enfin, je saurais pas la qualifier, mais alors, comme toi, c'est magique. C'est magique, c'est le mot. C'est parti pour Juggy Dope Complex en 1995.
Excellentissime. Moi, ça me fait beaucoup penser au groupe Ténèbres, qui avait beaucoup composé pour Dario Argento pour les films zombies à l'époque. Et ça ressemble beaucoup. Alors, si je peux vous retrouver juste l'extrait de Goblin, ça s'appelait. Attendez, je vais. Claudio Simonetti, compositeur. Bien joué. Alors, la prochaine émission, ce sera Monsieur Iso Monster contre Chaosnet. Celui-là, lui, il est imbattable. Mais là, tu touches sur à les un pan là, parce que compositeurs. moi, je suis très. Enfin, moi, la BO du film que j'ai fait, c'est du fantastique, et je suis très cinéma fantastique, et c'est vrai que je connais bien tout ce qui est Argento, tout ça, forcément, un petit peu, j'aime bien. Simonetti. Zombie, attendez, je vais retrouver Zombie. Zombie. J'ai un peu de mal, il y a un peu de bazar dans le répertoire. Catch That Goblin. Voilà. Cat Vat Goblin. Ah oui, attends, celui-là. Ah, ça, c'est Scaven, ça. C'est votre. Non, mais tu vois, votre cas, il sert à quelque chose. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors. Voilà, Ténèbres, Goblin, le thème là, je trouve que ça ressemble énormément. Ah. On va juste écouter les 30 premières secondes. Hein. On accélère un peu. Ça me rappelle les fins de soirée. Donc voilà, enfin, moi ça me parle comme son en tout cas. Donc on va enchaîner avec Guillaume. Donc Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors moi j'ai fait une playlist un peu différente et c'est bien parce que ça montre bien un changement qu'il y a eu à la fois dans la démo scène et chez les trackers. Beaucoup des gens qui ont commencé donc à l'époque des deux osios à ma gauche et à ma droite en fait, donc Iso Monster et Jam. Je vais rester avec Iso Monster. Non, non, Et, ça me dérange pas du tout. Et voilà, la plupart des gens en fait ils se sont dirigés vers la musique de jeux vidéo comme métier parce que la façon dont étaient construites les démos finalement ça restait très proche de la musique de jeux vidéo et du film. Il y avait beaucoup de parties dans les démos. Ils montraient une scène, on repassait sur une autre scène, on repassait sur une autre scène et la musique finalement quand même changeait, c'était une autre partie. Du côté quand on a eu vraiment la scène PC, on est parti vers autre chose avec beaucoup plus de Zikos qui voulaient devenir Zikos. Et si possible Superstar. Ils voulaient être sur des labels, donc ils ont travaillé leur musique comme des musiques qui vont de A à Z. Ils essayaient plus trop forcément de s'adapter sur les images, mais c'était plutôt eux qui faisaient la musique et le codeur et le graphiste qui allaient s'adapter dessus. Alors, il y en avait bien sûr toujours qui fonctionnaient de cette partie-là, mais je vais essayer de couvrir plutôt des musiques qui maintenant peuvent toujours s'écouter en musique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te balader avec et ça va plus passer en tant que musique détachée des visuels que par exemple certaines musiques de démo des années 90 qui détachaient les visuels avaient beaucoup moins d'intérêt. On parlait celle de Travolta tout à l'heure par exemple, est un très bon exemple de musique qui va très bien avec la démo mais tu peux pas la sortir. Donc voilà, donc la première que j'ai mis c'est au moins Nico qui nous regarde. Moi j'ai dans la Moi, par playlist contre, en premier. C'est celle-là, Par 98. contre, moi je mettrais un petit bémol à ce que je viens de dire. Moi je trouve que dans les années 80, toutes les musiques que j'ai aimées, que ce soit dans des démos ou ailleurs, je les détachais totalement Donc des. tu les réécoutes par je les par réécoutais, nostalgie mais par en rapport boucle. oui, non, parce non, que non, t'avais rien vraiment d'autre, par peut-être. intérêt musical. Non, non, vraiment. Ouais. Là, on a évoqué des musiciens. Moi, j'aurais pas fait la même playlist, mais il y avait des Uncle Tom, il y avait des Bruno, vraiment, il y a des. Justement. Tu peux toujours revenir, on va faire un tome 3, tu sais. Ouais, je suis étonné, il n'y a pas eu Sur MAF. Atari, Mad Max. Il n'y a pas eu MAF. Mais Non, mais MAF, je passe du MAF. C'est impossible de Ouais. en, Même moi- en même une moi- heure et demie de Non, couvrir Je vais ça. me faire impossible, bâcher, ouais. j'ai mis que des trucs que j'apprécie. oui, mais c'est normal, c'est voilà. ta playlist. Voilà. Mais je voulais juste te dire par rapport à la période des 80, je pense pas du tout vraiment, et je parle pas que de moi, mais les gens s'écoutaient les trucs en boucle, même avant même qu'ils soient dans des démos, parce qu'il y avait un intérêt musical, et c'était énormément répandu. Je peux te citer des tonnes de modules que les gens, je pense Après, que je sur ne les mettrai forums, pas ils en sont question, d'accord, mais tu vois, je parle pas de musical, sinon je non, mais voilà. je ne serai pas là aujourd'hui. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit écoutez la baloche ADD de Jam. Je sais pas putain. qui c'est. Il vient de Allez. ressortir un vieux de Ah, ça, c'est Sensor. Oh Ah, putain, c'est alors une ça belle joke. c'est à la Wii, que je te dis pas de conneries, c'était où? C'était à la LTP ou la Wii Red ou la Saturn, je sais plus. J'ai fait une musique sur place. Il est C'était bourré, les- Ou la Red. place to be. C'était les Il a dit oui, Red. de modules. Et Knos, donc, si tu en- nous entends. je sais peut-être lui, en une demi-heure tu dois faire une musique et puis moi j'ai fait un, comment on appelle ça, pas une, attends, putain j'y arrive plus là. Knos qui dit justement en fait c'est plutôt la différence entre film et clip vidéo et il a pas tort. Voilà, donc une musique de balle, voilà. Voilà une musique de. Et j'ai gagné le concours avec ça et j'en reviens toujours pas. Donc le baloche ADD me colle à la peau.
Exactement. On va commencer avec la playlist de Guillaume. Par contre, il nous reste à peu près un quart d'heure. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de finir. Non, mais je vais te dire lesquels passer en priorité. Donc, ou alors, on refait un tome 3. Moi, je. Ouais, mais j'en remettrai d'autres. Vas-y. La H+ importante. C'est une ZIG de 64K pour te dire à quel point on a fait un gap avec le PC. Donc 64K, 64 kilooctets. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et il y avait de la ZIG dedans. Et ça, c'est une ZIG donc de Dune, connue après sous le nom de Brosome State. Donc qui officiait déjà toujours sous le nom Dune dans un autre groupe Orange. Là, c'est pour Alchion. Donc vas-y. En route. C'est parti. H+, 1998. N'hésite pas à avancer un peu parce que le début est long. C'est une belle démo progressive. Voilà. Ouais, je sais pas si on en augmente progression. Démo formidable où on peut voir une forme à la fin qui est la même, enfin une forme au début qui est la forme à la fin. Il y a tout un truc, une sorte de religion autour de cette intro. J'invite donc les gens à la rechercher. C'est Dune. Ah non, attends, tu t'es gouré, t'as pas mis la H+ là. Si. Non, c'est pas H+. Attends, j'ai un problème avec la H+. Non, t'as pas mis H+. Attends. T'as mis celle d'après. Voilà, t'as mis Moral Hard Candy. C'est bon, c'est parti la H+. Je me disais bien. Et c'est la H+ qu'il faut avancer. On va y arriver. Voilà. C'est ça, voilà. Donc là pour Diogène, t'es dans 64K, t'as très peu de place et t'as une démo, t'as une musique de démo complètement atmosphérique. C'est très lent et calme. Atmosphérique, expérimental. On peut dire comme ça. Ouais, là on se rapproche plus de musique vraiment décorrélée du reste. Mais en même temps, sur le chat, comme il faisait la réflexion tout à l'heure, il y a beaucoup plus de gens qui sont fait connaître avec l'audio, parce qu'au moins on peut fredonner les airs, alors que le côté graphiste, on le regarde, on retient éventuellement le nom et on oublie. Ils avaient plus facilement, je pense pour moi, les graphistes et les codeurs, un boulot qu'un musicien. Je pense que musique est un boulot assez difficile. Le graphisme peut s'adapter à beaucoup de situations. Je suis d'accord, la musique c'est dur sur la démo. Surtout quand tu c'est dur dans la attention, il y a eu quand même quelques stars graphistes. Il y en a eu. Il y a eu les Uno. On fait pas du budget. Il y a eu quand même. Il y a eu Ra, on l'a déjà reçu à cette antenne. Moi, il m'avait. Au fond des toilettes. Fondamentalement, il m'avait. C'est un effet d'écho. C'était excellent. C'est un effet d'écho avec le Skype. Non, mais t'inquiète, on a compris. Bon, ça bien. Si vous avez compris. Il y a eu Walt que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu Joe, il y en a eu quand même des noms dans le graphe, dont on attendait les nouveaux logos, même en tant que moi musicien, j'attendais le nouveau logo de Intel, quoi. Je disais, il a fait un nouveau. C'est vrai. Voilà, tu vois, c'était quand même. Il y a Made. Oui, Carlos. Ouais. Donc on va enchaîner avec 1999, Moral Hard Candy. Voilà, une zig de Mélodie donc, qui faisait partie des Five Musicians dont on parlait la dernière fois. La dernière fois qu'on était venu, qui était un crew de tracker, et donc Mélodie, donc pour le groupe c'était Blasphemy, qui a fait cette bande son, et là encore une fois qui collait parfaitement, enfin la démo collait à la bande son collait à la démo. C'est le même Mélodie qui était sur Amiga, Mélo-D. Non, c'est pas le même, parce que j'en avais rencontré un. Ouais, d'accord, ok. Il s'est fait appeler MD après. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti pour Moral Hard Candy. 1999. Non, là, tu veux toujours nous mettre un pas en avant. Non, t'inquiète pas. Non, il y a un problème avec tes encodages. Hein. Putain. Non, c'est bon. C'est que du dubstep des fois. Avant la fin. Ça fait très dub, oui, comme dit Reynald. Très progressif, très lent, ça fait très musique d'ambiance au final. Ouais. Et dans la démo, tu vois, t'as une forme comme un blob en fait qui réagit avec le tempo de la musique. C'est ça, mais t'as aussi une grande scène dans un tunnel en fait. Les tunnels, c'est très important. Ouais, non, les tunnels, c'est important. Et tu vois, moi, a priori, j'aurais tendance, en écoutant ça, qui est très bien d'ailleurs, mais à dire que c'est sûrement plus indissociable de la démo que les trucs mélodiques qu'on écoutait tout à l'heure. Mais je sais pas, il en a fait plusieurs CD. Ah non, mais je parle de celui que j'entends là. Mais moi, je suis un néophyte dans cette période, attention. Tu sais, c'est vraiment plus atmosphérique. T'as pas tout de suite la musique, tu vas avoir vraiment à la fin. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre 30 secondes seulement. Parce que tu vas avoir la fin, un gros moment qui va t'éclater. Tu vas te retaper les 4 minutes juste pour avoir ce moment-là. D'accord. Comme un dessert, quoi. À ce moment-là qui était traqué, qui était assez fort, bon, même s'il avait 32 canaux ou quoi que ce soit. On va mettre un peu plus fort pour avoir le... Et on va enchaîner... On enchaîne à chaque fois, c'est un moment. Mais plus fort, on enchaîne. 1999, Toy
Pusher Ouais, Final. alors c'était une musique de Cri qui était vraiment très bon pour faire bouger les boules. Il faisait de la down tempo, Bouger les boules. des genres qu'on retrouvait pas du tout ou très rarement en tracker, sauf sur un groupe de trackers qui s'appelait donc Tokyo Down, qui est devenu un des premiers net labels et un label assez connu, je crois maintenant quand même. Tokyo Ça Down marche pas Records, mal, ouais, ils sont passés maintenant au niveau pro, c'est-à-dire Ouais. qu'on n'est plus sur le net label, enfin, on n'est plus sur le net label qui diffuse de la musique freeware comme ça pour tout le monde. Là maintenant, c'est un véritable label payant et très 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 pro. Bah, c'est parti, nous écoutons ça tout de suite. Toy Pusher Final en 1999. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oh la vache. Ah la vache, là j'ai Ah ouais. là, j'ai vieilli Je d'un m'attendais coup pas là. du tout à ça. Ouais, non mais Cri. Ah ça a été marquant parce que. Ah, la c'est bonne vraiment- vieille dance. Hein. Ah là t'es. 90s à fond là. Donc le Yeah. Ouh yeah. oh, Ah, mais attends. pop the jazz. C'est quoi cette musique? Pam, 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 Ouais, c'est un sample. pam, 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 pam. NHP sort de ce corps. Bon, c'est une petite joke. NHP, c'était un compositeur qui aimait bien, un français, Ouais. qui aimait bien faire ce genre de musique à l'époque Amiga. Avec BKH. Avec BKH après, ouais. C'est très sympa comme morceau. La démo va très bien avec parce que c'est pas une démo complexe finalement et le tout passait justement super bien. On avait une démo qui faisait pas forcément des miracles, qui réinventait pas une technique, mais le tout se matait vraiment là sur le coup comme un clip que tu pouvais mettre et inviter des potes qui étaient pas du tout dans la scène surtout et ils disaient ah mais c'est sympa ce truc. D'accord. On va enchaîner avec toujours en 1999 TG19 pardon. Alors la TG99 c'est la partie, c'est à la The Gathering 99. Alors moi personnellement je suis une des personnes qui a grandi avec ce Zikos là, c'est Distance et ça, qui est devenu la cluster sur la scène musicale mondiale donc et par contre je sais qu'il avait beaucoup de personnes qui ne l'appréciaient pas beaucoup aussi dans la scène française. C'était de la musique très ambiante justement. Est-ce qu'il y avait une personne à retenir pour ce genre musical dans la scène? Je pense que c'est vraiment lui. Et ben c'est parti. TG99 Distance Lackluster. Oui là c'est une petite comptine là, on Ouais, et peut là t'es vraiment s'endormir. sur du visuel, c'est la démo est amasée, c'était The Digital Artist. C'est très organique. Hein. T'as l'impression de planer, de te balader dans de la Bah, la flotte. démo est très planante aussi. Ouais. On arrive sur complètement autre chose, je pense. On n'essaye plus de remplir le pattern là c'est fini. Là, Ah, non, non, mais Non mais c'est sympa, il y a du travail aussi derrière. Hein. Après s'il n'a pas été apprécié, est-ce que c'est que pour sa musique? On sait pas. Si c'est peut-être roulé par terre. Non, je sais pense pas, il a peut-être fait un truc pas appréciable. Hein. Ah bah oui, parce que à mon avis les anecdotes pendant les démos parties, ça doit pas te piquer des hannetons. Non, comme on dit. c'est surtout Sergent. Hein. Oui, Et vodka. oui, oui, parce que William Sergent Slayer a du gros dossier dans les démos parties. ah, J'ai bah, moi le dossier j'ai sur. j'ai été fiché avec d'autres à la PP hein, à une époque. Hein. Bah, qu'est-ce que vous avez fait? L'association pour la protection des programmes, tout bêtement pour avoir été présent à une Copie démo party. une copie party. J'allais dire une démo party pour faire genre, mais non, c'était une copie party et ils avaient débarqué en plein milieu. Mais on était passé entre les gouttes, donc tout s'était bien. Donc qu'est-ce que t'appelles une démo party? Bah, c'est une réunion de démo makers, donc de faiseurs de démos, pour être franco-français. Et avec les fameuses compétitions sur écran géant, et à la fin on dit qui a fait la meilleure démo, qui a fait le meilleur graphisme, la meilleure musique. Et ça c'est les démos parties, mais il y avait aussi les copies parties. Et les copies parties, c'était uniquement orienté copies sur des nouveaux jeux, des nouvelles démos, donc il y avait beaucoup d'illégal. Ce que t'appellerais le Warez maintenant. Le en fait. Warez, on dit maintenant exactement, sauf que c'était pas par internet, c'était vraiment, t'avais ta pile de disquettes vierges, t'arrivais, ta pile de disquettes vierges, tu la remplissais en une nuit. En copiant avec Xcopy, quoi, tu vois. Et, Copier, c'est pas bien. Et voilà, mais bon, à l'époque, on était jeunes et fous, on n'avait pas d'argent, etc. Donc c'était comme ça. Mais ils étaient intervenus en plein milieu et c'était un bon souvenir, c'était rigolo. Bon bah, Ouais. merci messieurs d'avoir intervenu, d'avoir rien fait pour Audio ISO Monster. Hein. Donc on va enchaîner avec ASM Ouais, mais 00 celle-là, voilà, comme ça, tu Ibiza te sens Fix. dominé. Ah, j'ai peur d'entendre de la dance à la David Guetta. Ah non, tu vois, ça c'est justement, c'était la non-stop Ibiza Experience. C'était genre, après quelques années de silence, Orange faisait un retour assez, vous verrez.
vous entendrez. Eh bien, c'est parti. Donc, année 2000, ASM 00. Et donc là, on est toujours sous Dune, mais là, il sortait sous le nom de Brosum State, il me semble. Alors là, pareil, très difficile. Finalement, j'ai fait des playlists et web, c'est très difficile à sortir. Toute une track, juste 30 secondes sur cette track-là. Très expérimentale et bourrée, tu vois. On va se parler entre trackers, mais elle est bourrée de notes delay, de trucs comme ça. Ah oui, bah oui, carrément. Là. Il a baigné ses percus dans un effet aqua. Et sur le chat, on me pose la question depuis tout à l'heure, que devient Grisor? Pas une seule news, pas un seul indice, est-il mort? Que devient-il? Où est-il? Bah, c'est une vraie question et je me suis rapproché de plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, enfin de la démoscène bien sûr, et mystère. Mystère et boule de gomme? Ouais. Ou Bon bien bah, il s'est retiré dans le Larzac et il a laissé complètement tomber les ordinateurs. c'était quoi son prénom? Nicolas Franck, enfin Franck Nicolas. Franck Nicolas. Bon bah Franck Nicolas, tu nous écoutes, ou si vous connaissez Franck Nicolas, bah reprenez contact avec Mounouf, Canil et Audio Monster, hein. Ils sont là, ils vous attendent chaudement, et Amiga 1200 également. Donc nous arrivons pas loin de la fin de l'émission malheureusement. Ouais. Donc on avait encore quelques musiques à écouter, on va peut-être s'en faire une dernière hein, quand même. Si Voilà. je devais en proposer qu'une, Vas-y, pour la on fin. aurait une troisième Brosum State, mais Ah j'ai peut-on se vu le permettre? Bon, laquelle alors? Elle est l'apothéose. Non, la techno.xm, allez. à techno.com. La celle à la Remedy 2000, attends, non, mais The c'est là, Day c'est- the Earth Was Sur Born. le chat, c'est tout le monde nous donne des nouvelles de chacun de la scène. Maintenant, qu'est-ce que est devenu Gantbox? On va voir toute la liste. c'est- Alors Gantbox, je peux vous le dire ce qu'il est devenu, Ouais. donc Nicolas, et il travaille dans il s'est monté sa petite agence qui est spécialisée en... Comment ça s'appelle ce CMS là? WordPress, Pas du tout, l'autre. Drupal, Non, encore l'autre? Joomla, quand même. Joomla. Non, pas Joomla, encore un dernier, le quatrième. Typo, Non. Typo 3, Bon, enfin bref, et voilà, il fait du dev. Il fait du dev Easy Publish. voilà. Voilà, il fait du dev pour des tas de boîtes et voilà. Terminé. Et c'est un passionné d'œnologie. Bah, Pour de info. Pinard. Il a raison. Demain. Voilà. Il a raison. Donc voilà, il a un petit peu lâché l'affaire sur ce coup-là. Voilà, donc j'ai eu des nouvelles de Gantbox par l'intermédiaire de Anthony. Anthony, c'était un graphiste, c'est toujours un graphiste, qui est officiel justement aussi chez Dream Dealer. Très bien. Alors c'est quoi le dernier morceau que tu veux écouter, Vas-y, mais Guillaume? celle The Day, celle qui commence par Non, The Day. c'est moi j'ai répertoire 2008-2005, c'est quelle année? Non, 2000. 2000. C'est très clair. Ok, j'ai deux The Day. Ok, c'est parti. Hop là. Parce qu'il fallait bien en mettre une de T-Palm quand même. Ouais, là c'est plus rythmé quand même. On y va. La meilleure ligne de base du monde, tu ne sais pas ça. Et pas pour ce que tu penses justement. Tout traqué bien sûr encore. Et là t'avais le pire tunnel du monde, c'est la démo commençait à partir en burn total à ce moment-là. T'avais de ces effets de marche. Et vraiment moi par contre c'est la démo qui a énormément changé de choses le jour où je l'ai chopé, je l'ai vu plus tard qu'en 2000. Et waouh, voilà. Eh ben, Bah très Je peux bien. te conseiller une petite ligne de basse Amiga. Tu vas regarder un module qui s'appelle Spell Amélioration de Uncle Tom. Tu connais? Oui. Et il y a une ligne de basse incroyable sur une seule piste dont je me remets toujours pas aujourd'hui quand je l'écoute. d'ailleurs, je passe un message relayé Dernier par petit mot, Dr. Yos. hein. Dernier petit mot. Si vous voulez réécouter l'intégralité des modules que vous avez entendus aujourd'hui, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle scenemusique.net. Excellent site. Vous découvrirez des pépites, y compris tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Ah, moi j'encourage également. Moi il y a énormément de musiques qui m'ont influencé de la scène et pas forcément des artistes entre guillemets connus. Ouais. Ah oui, Et bien sûr. c'est une source d'inspiration mais intarissable. Il faut écouter. Si vous aimez l'informatique, les ordinateurs, écoutez la démo scène, écoutez les musiciens Et même la musique tout court. Ouais. et même la musique tout court. Il y a un événement au mois d'octobre, hein, c'est la Main à Marseille. Donc si vous voulez découvrir la scène, c'est un moment. À découvrir. Voilà. Exactement. Alors nous sommes à la fin de notre émission Cyberculture, 1h30 malheureusement. Donc on va faire un tome 3 messieurs, je vous ressolliciterai la prochaine fois. Hein Assez joué mes années, n'est-ce pas? Et oui.
Et nous nous retrouvons dans 15 jours quant à nous pour une autre émission, donc dans 15 jours sur Être informaticien en 2012. Donc nous aurons toute une palette d'informaticiens qui vous décriront leur métier à l'heure actuelle et aussi toute une palette de générations, donc ma génération, des générations qui ont commencé à travailler dans les années 70. Et vous pourrez vous faire une opinion si vous voulez vraiment bosser dans l'informatique de nos jours. Quant à nous, ensuite, on enchaînera avec santé, spiritualité, et je vous dis bye bye, à bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. À bientôt. Au revoir.